Nous commençons aujourd'hui par une citation. Nous voulons que le gouvernement règle ce problème une bonne fois pour toutes. Les bébés meurent de faim et nous n'avons pas les moyens d'acheter de la nourriture. Nous, les seigneurs, n'avons plus l'argent pour acheter de la nourriture. Je demande une solution. Ces mots, dits par un manifestant lors d'une interview avec Reuters, ont parfaitement résumé l'ambiance. En Bolivie, où, depuis la fin du mois d'avril, une large coalition composée d'agriculteurs, de mineurs, d'enseignants, de syndicalistes et de personnes généralement opposées au gouvernement du président Rodrigo Paz est descendue dans la rue pour exiger un changement. Une protestation de petits agriculteurs est vite devenue un mouvement national, réunissant des dizaines de milliers de personnes. En mai, la capitale, La Paz, qui signifie ironiquement « la paix » en espagnol, était devenue une zone de guerre. La police en tenue anti-émeute tirait des gaz lacrymogènes sur les manifestants, qui renvoyaient les gaz lacrymogènes vers la police, accompagnés de pierres et d'explosifs. À la fin du mois de mai, 7 personnes étaient mortes et des dizaines d'autres avaient été blessées. Les manifestations ont presque paralysé le pays, France 24 signalant de graves pénuries de nourriture, carburant et médicaments dans les villes. Le président a récemment averti que le pays était au bord de la rupture, tandis que les États-Unis ont alerté sur un possible coup d'État. Alors que la Bolivie est au bord du gouffre, nous devons nous demander comment en sommes-nous arrivés là et quelle sera la suite des événements. En bref, est-ce que la Bolivie est foutue ? Un Noël horrible. Avant de commencer, un petit point d'organisation. Toutes les informations de cette vidéo sont à jour au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire mercredi vers 11h, 6h d'Europe centrale. Nous précisons cela car après une courte accalmie cette semaine, les manifestations ont de nouveau dérapé avec la démission du ministre de la Défense la nuit dernière. Qui sait où en seront les choses quand vous verrez cette vidéo ? Mais d'abord, expliquons comment la Bolivie en est arrivée là. Et pour cela, nous devons mentionner un fait clé concernant le pays. Au cours des 2 dernières décennies, la Bolivie a été gouvernée par une succession de gouvernements de gauche, notamment celui d'Evo Morales, qui a dirigé le pays de 2006 à 2019. Il a nationalisé les ressources énergétiques, rompu les liens avec Washington et noué des alliances avec la Russie et la Chine, ainsi qu'avec des gouvernements de gauche dans toute la région, notamment le Venezuela et Cuba. La présidence de Morales a aussi connu de nombreuses controverses. Il a entretenu une liaison secrète avec Gabriela Zapata, qui a obtenu des contrats gouvernementaux de plusieurs millions de dollars pour une société d'ingénierie chinoise grâce à ses liens avec la présidence. En dehors de la corruption ordinaire, ses détracteurs l'ont accusé d'avoir contribué au recul démocratique de la Bolivie. Cette vague de gouvernance de gauche a pris fin en octobre 2025 lorsque la nation a élu un sénateur pro-entreprise, de centre droit, Rodrigo Paz, comme nouveau président. Paz, le fils d'un ancien président, a obtenu 54% des voix grâce à un programme prônant le capitalisme pour tous. Il a promis décentralisation économique, baisse des impôts, discipline budgétaire et maintien des dépenses sociales. Pour un pays en pleine crise économique, où la banque centrale était pratiquement à court de dollars, où les pénuries de carburant faisaient enrage et où l'inflation annuelle dépassait 20%, ces mesures apparaissaient comme un changement bienvenu. Et cela s'est reflété dans les foules immenses qui se sont rassemblées à La Paz pour célébrer sa victoire avec des feux d'artifice, de la musique et beaucoup d'espoir. Dès décembre, à peine 2 mois après son élection, celui que beaucoup voyant comme le sauveur de la Bolivie affrontait sa première grande crise politique. Le 18 décembre, Paz a signé le décret suprême 5503 supprimant les subventions sur le carburant qui était en place depuis environ 2 décennies et constituait l'une des mesures populaires héritées du régime de gauche. Paz, malgré sa popularité, a affirmé qu'elle devait disparaître car elle n'avait aucun sens économique. La Bolivie achetait de l'essence aux prix internationaux et la revendait à une fraction du coût, ce qui, selon Paz, coûtait au gouvernement 10 millions de dollars par jour. Cela ne profitait qu'aux contrebandiers revendant le carburant subventionné en Bolivie et à l'étranger. Pour atténuer le choc, Paz a accompagné la suppression des subventions d'une augmentation de 20% du salaire minimum national, le fixant à environ 477 $ par mois. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour les Boliviens ordinaires. Les prix de l'essence ont augmenté de 86% et ceux du diesel de plus de 160%. La Bolivie important la majorité de son carburant, ces hausses de prix ont aussitôt eu un effet domino sur presque tous les secteurs économiques. Les coûts de transport ont presque doublé du jour au lendemain dans plusieurs régions et les prix alimentaires ont explosé. Edson Valdez, un dirigeant d'un syndicat local des transports, a déclaré à l'AP que le gouvernement avait offert au peuple le pire cadeau de Noël de tous les temps. Ce n'est certainement pas le soutien enthousiaste que Paz espérait pour son premier Noël au pouvoir, et vous pouvez facilement deviner ce qui s'est passé ensuite. Le plus grand syndicat du pays, la Centrale ouvrière bolivienne, connue sous l'acronyme espagnol COB, a organisé une grande grève contre la suppression des subventions.
Cependant, la participation a été beaucoup plus faible que ce à quoi les organisateurs s'attendaient en temps, car le gouvernement avait agi rapidement pour diviser la coalition habituelle des manifestants. La PAZ a accordé au syndicat des chauffeurs de bus le droit d'importer des pièces auto sans droit de douane, rendant les réparations bien moins coûteuses. Cela, ajouté à la hausse de 20% du salaire minimum, a réduit la participation habituelle de la COB à cette manifestation, sans nuire à leur efficacité avec les effectifs présents. Les mineurs ont fait exploser de la dynamite, tiré des feux d'artifice sur la police et rendu la situation si intenable que PAZ a dû négocier. L'accord a supprimé les subventions sur le carburant, mais a supprimé la disposition controversée permettant au gouvernement d'accélérer les projets d'investissement et de privatiser des biens publics sans approbation parlementaire complète. En résumé, PAZ a survécu à cette première vague de troubles avec sa priorité politique principale intacte, mais le fait que la COB ait obtenu des concessions l'a laissé paraître faible et vulnérable. En avril, cette vulnérabilité fut de nouveau testée. Le 8, le Congrès bolivien adopta la loi 1720, une réforme agraire que le gouvernement PAZ présentait comme un accès au crédit rural. La loi permettait de reclasser volontairement les petites exploitations en propriété moyenne, les rendant ainsi pouvant être données en garantie pour des prêts bancaires. Le gouvernement voyait cela comme un moyen d'offrir des crédits à faible taux aux petits agriculteurs via des prêteurs institutionnels, mais les agriculteurs ne partageaient pas cette vision. En transformant leurs petites exploitations en propriétés moyennes, ils perdèrent les protections juridiques historiques contre les saisies et beaucoup redoutaient une expulsion prochaine. Roger Chambé, avocat et expert en droit foncier autochtone, a déclaré à Jacobin que la loi faciliterait le transfert des terres aux grandes entreprises. Dans un pays où plus de 25% de la population travaille, souvent dans l'agriculture à petite échelle, cette crainte s'est vite transformée en action. Le jour de l'adoption de la nouvelle loi, environ 300 personnes ont entamé une marche de Pando. Au nord, à La Paz, un trajet de 27 jours sur plus de 1000 km. Arrivés dans la capitale, le 4 mai, ils ont organisé un sit-in devant le bureau du vice-président après s'être vu refuser l'accès à la Chambre des députés pour présenter leur pétition. Cette marche et le sit-in qui a suivi annoncèrent ce qui allait se passer ensuite. Avant de parler des problèmes de la Bolivie, laissez-moi vous présenter quelque chose qui fonctionne très bien. Notre site front.co. Belle transition. Plus précisément, j'aimerais parler de toutes les façons dont nous l'avons récemment amélioré. Et regardez, nous avons initialement lancé Front comme un endroit où les fans de Warfront pouvaient obtenir encore plus d'analyses qu'ils aiment sur la chaîne principale. Aujourd'hui, cependant, c'est bien plus grand et bien meilleur. En plus de 2 vidéos exclusives publiées chaque semaine, nous offrons désormais des articles gratuits et détaillés sur l'Ukraine, l'Iran, le Sahel, rédigés par des experts, ainsi qu'un podcast hebdomadaire sur le Moyen-Orient. Dès cette semaine, nous diffuserons aussi chaque mois des documentaires longs. Ce mardi, nous avons sorti notre premier documentaire, une vidéo exclusive de 82 minutes narrée par moi-même, qui tente de pénétrer l'esprit de Kim Jong-un et de la direction nord-coréenne afin de comprendre leur vision du monde. Comme je l'ai dit, c'est plus grand et meilleur que jamais, et ce sera uniquement disponible sur front.co, donc si vous voulez le regarder, abonnez-vous. C'est seulement 5$ par mois ou 50$ par an. C'est front.co, allez voir. Et maintenant, revenons au chaos dans les rues de La Paz. Un pays à genoux. Pour les agriculteurs et les militants indigènes, le sit-in s'est avéré fructueux puisque le gouvernement a accepté d'abroger la loi 1720 le 13 mai. Cependant, contrairement à janvier, cela n'a pas arrêté les manifestations. Il y avait bien plus de monde dans les rues, chacun avec ses revendications diverses, impossibles à satisfaire en annulant une seule loi. Le 1er mai, la COB a lancé une grève générale illimitée jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs demandes, dont une nouvelle hausse de 20% du salaire minimum, une meilleure rémunération des enseignants et la création d'un système éducatif public gratuit et financé par l'État. Les mineurs avaient aussi des revendications spécifiques, dont un meilleur accès aux explosifs, aux carburants et l'application de règles minières. Au-delà des revendications économiques, certains reprochaient à PAZ d'avoir renié les promesses qui leur avaient valu leur vote. Il n'avait choisi ni autochtone ni membre de la classe ouvrière pour son cabinet ou les postes clés du gouvernement. Catherine Ledebure, directrice du réseau d'information andin, a déclaré à Democracy Now!, je la cite, « Il y a un énorme fossé entre ce que PAZ a promis et ce qu'il a fait, en pratique. C'est-à-dire choisir un cabinet blanc, de la classe moyenne supérieure, rejeter tout véritable dialogue ou même faire preuve d'empathie envers les gens et ce qu'ils vivent au quotidien. » Fin de citation. Les manifestations ont fortement augmenté et au 12 mai, la police recensait 67 barrages routiers actifs dans tout le pays, limitant l'approvisionnement en nourriture et carburant à La Paz. 3 personnes seraient les mortes car des véhicules d'urgence n'ont pas pu atteindre les centres médicaux. Pour calmer la colère publique, PAZ a annoncé le 20 mai un remaniement de son cabinet.
5 jours plus tard, il a annoncé la réduction de moitié des salaires du gouvernement. Comme prévu, cela n'a rien changé, les gens continuaient à manifester et bloquer les routes. Alors Paz a essayé une autre tactique. Il a mobilisé environ 2000 policiers et militaires dans 150 véhicules pour dégager l'autoroute reliant La Paz à Oruro, la 5e ville du pays, afin que nourriture, carburant et autres fournitures essentielles atteignent la capitale. Le convoi a été attaqué en chemin, obligeant police et armée à battre en retraite. Ces attaques ont tant irrité Paz qu'en quelques jours, les 2 chambres du Congrès bolivien ont voté à une large majorité l'abrogation d'une loi de 2020 limitant la capacité de l'exécutif à déclarer l'état d'urgence. Le vote a été adopté dans les 2 chambres en moins de 48 heures, les députés se réunissant virtuellement à cause des barrages coupant l'accès à La Paz. Paz l'a promulgué le 27 mai, lui donnant ainsi la couverture légale pour déployer l'armée contre les manifestants, ce qu'il n'a pas encore fait au moment de l'enregistrement. Mais le 27, les différentes revendications disparates dans les rues s'étaient regroupées en une seule revendication concrète. Les manifestants voulaient que Paz démissionne. De l'extérieur, on pourrait voir les manifestations boliviennes et les appels à la démission du président comme une réaction à des décisions gouvernementales impopulaires. Même si les manifestants ont de nombreuses raisons d'être en colère, on ne peut ignorer les courants politiques présents dans la plupart des manifestations. Des courants qui mènent à un homme, l'ancien président, Evo Morales. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Morales a dirigé la Bolivie de 2006 à 2019. Ce que nous n'avons pas mentionné, c'est qu'il cherche depuis longtemps à revenir au pouvoir, bien qu'il soit constitutionnellement interdit de se présenter à nouveau à une fonction élective. Autre chose à mentionner, depuis 2024, Morales est un fugitif recherché par la justice, caché à Chaparé, une région productrice de cacao où il bénéficie d'un fort soutien. Il est jugé pour trafic d'êtres humains, plus précisément pour avoir prétendument mis enceinte une fille de 15 ans alors qu'il était président. Malgré ces controverses, Morales a conservé une base de soutien solide parmi les peuples autochtones et la classe ouvrière du pays. L'ancien président a soutenu les manifestations, affirmant que tant que les revendications du peuple resteraient ignorées, le soulèvement continuerait. Des analystes ont déclaré à NPR que malgré sa rhétorique enflammée, Morales ne pouvait mobiliser un large soutien et utiliser les manifestations pour échapper à la justice. Malgré cette évaluation, le gouvernement de Paz a accusé Morales d'avoir organisé les troubles pour saper le gouvernement. Bien que ce jeu de reproches n'ait pas suffi à calmer les manifestations, il a permis de rallier du soutien à Morales, tant localement parmi ses partisans qu'à l'international auprès des nations partageant la même idéologie. La question qui se pose maintenant est la suivante. Ces manifestations vont-elles s'essouffler avec le temps, ou les choses vont-elles devenir encore plus dramatiques ? Nous essayons de comprendre quelle sera la prochaine étape pour la Bolivie. La réponse dépend de la personne à qui vous posez la question. La plupart des manifestants diraient qu'ils veulent voir Paz et tout son gouvernement démissionner, tandis que les partisans de Paz insisteraient pour qu'il soit autorisé à accomplir l'intégralité de son mandat. La majorité des observateurs de l'Amérique latine préféreraient que Paz reste en poste même si les manifestations s'intensifient. La raison principale est Washington. Paz a le soutien total de l'oncle Sam, un responsable qualifiant les manifestations de tentatives de coup d'État financées par l'alliance entre crime organisé et politique, active dans toute la région. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé sur X que Washington ne laisserait pas les criminels et trafiquants renverser un gouvernement démocratiquement élu dans son hémisphère. Cette mention de l'hémisphère est importante, car depuis la publication du document sur la stratégie de sécurité nationale l'année dernière et la réapplication de la doctrine Monroe, Washington est beaucoup plus disposé à s'impliquer dans les affaires intérieures des pays d'Amérique latine. Si vous voulez des preuves, vous pouvez aller à New York rendre visite à l'ex-président du Venezuela, Nicolás Maduro, en prison. Un autre atout pour Paz, c'est que les forces de sécurité sont jusqu'à présent restées loyales à l'État. En 2019, quand Morales a voulu renforcer son pouvoir, la police d'au moins 3 villes s'est mutinée et a rejoint les manifestations. Tant qu'il peut maintenir le soutien des forces de sécurité, ce qui ne devrait pas être trop difficile tant qu'il les paie et qu'il ne fait rien d'ouvertement anticonstitutionnel, Paz ne risque rien, du moins pas avant la fin de son mandat. Cependant, cela ne garantit pas que Paz aura la vie facile à l'avenir. D'une part, le parti qu'il a utilisé comme tremplin pour gagner les élections, le Parti démocrate chrétien, s'est fracturé presque aussitôt qu'il est arrivé au Parlement. Cela l'a laissé sans majorité législative fiable et l'a plongé dans un conflit avec son vice-président. La faiblesse électorale du président a été révélée lors des élections régionales de mars et avril, où les candidats qu'il soutenait n'ont remporté que 2 des 9 postes de gouverneur en jeu. Ce fut une lourde défaite pour un homme qui, quelques mois plus tôt, avait remporté l'une des victoires les plus inattendues de la politique bolivienne.
Cela signifie également que Paz dispose de moins d'alliés sur lesquels il peut compter à tous les niveaux du gouvernement, alors que les manifestations continuent de s'intensifier. Malgré ces vents contraires, Paz a tenté de parvenir à un accord avec les manifestants, avec des succès variables. Après avoir abrogé la loi 1720 et satisfait les agriculteurs, il a conclu un accord séparé avec les mineurs après près de 12 heures de négociations. Cependant, Paz n'a pas réussi à progresser avec les autres grands groupes impliqués dans les manifestations, dont beaucoup continuent eux de réclamer sa démission. Le dialogue étant inefficace, Paz n'a sans doute qu'une option pour arrêter rapidement les manifestations, ce qu'il souhaite sûrement car elles coûteraient à la Bolivie 50 millions de dollars par jour. Et cela, bien sûr, consiste à déployer l'armée. Bien que cela puisse mettre fin aux manifestations, cela pourrait aussi signifier la fin de la carrière politique de Paz. La dernière fois que l'armée a été envoyée contre les manifestants, c'était sous Morales en 2019 où, selon Human Rights Watch, elle a tiré sur la foule, tuant des dizaines de personnes. Nous ne disons pas que si Paz déploie l'armée, elle tirera forcément sur les manifestants. Elle pourrait même se montrer plus retenue que la police anti-émeute jusqu'ici. Cependant, le simple fait que l'armée soit déployée pourrait envoyer un message aux manifestants que Paz n'est pas différent de ses prédécesseurs, ce qui pourrait inciter encore plus de personnes à descendre dans la rue. Tout cela signifie que Paz est pris entre le marteau et l'enclume. Soit il continue de négocier avec des personnes qui ont déclaré qu'elles ne seraient pas satisfaites tant qu'il n'aura pas démissionné, soit il déploie l'armée et risque un retour de bâton politique. C'est pourquoi nous avons choisi d'intituler cette vidéo « La Bolivie est foutue », car quelle que soit la décision que Paz prendra, il y aura un prix à payer. Une décision qui pourrait entraîner la nation andine dans un chaos encore plus profond. Merci d'avoir regardé.